sang sur notre chair, à être au quotidien avec une personne, et lorsque cette personne la passe, on se demande ce qui se passe. C'est le monde qui s'écroule. Qu'on soit prêt ou pas, lorsque ça arrive, on se demande ce qui se passe. Et c'est ça, ce mystère-là, qu'on a du mal à percevoir. Donc je demanderais dans un premier temps d'avoir plutôt, comment dire, de ne pas être triste tout simplement. Mais n'empêche qu'il y en a, on l'est. Ce sont des souvenirs qui font quelquefois qu'on a du mal à, comment dire, qu'on a du mal à, comment dire, à surmonter en fait. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce que c'est vraiment un mystère. C'est vraiment un mystère. Donc nous, on nous dit souvent, pour que le défunt parte en paix, évolue, aille vers Dieu, ben, ne soyons pas tristes pour cette personne qui part, parce qu'on a tendance à... C'est comme si on lui demandait de se retourner encore vers nous lorsqu'on pleure, lorsqu'on est triste. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc je demande beaucoup de courage à tout le monde, ceux qui l'ont connu, les proches, les intimes. Je demande beaucoup de courage, beaucoup de force. Et cela donnera aussi beaucoup de courage à maman, parce qu'on a notre maman qui est encore en vie et qui a perdu 3 enfants. Lorsqu'on a appris cette nouvelle, on a vraiment pensé à elle. La première des choses, on a pensé à elle, maman, lorsqu'elle va apprendre cette nouvelle, dans quel état d'esprit elle sera. Et Dieu a fait grâce, elle a plutôt... D'ailleurs, on ne lui a même pas dit que maman Margot n'était plus en vie. Parce qu'elle avait compris, elle n'avait plus de nouvelles. Elle n'avait plus de nouvelles, c'est vrai qu'elle avait été hospitalisée. Elle essayait de prendre les nouvelles à travers nous. Bon, c'est vrai qu'on lui disait que ça va, elle était malade, on a ici, elle fait des examens et autres. Mais lorsqu'on est le géniteur, il y a quelque chose qui vous dit à vos rejetants. Donc, elle avait compris quelque chose s'était passé. Et personne ne lui a dit que maman Margot n'est plus. Il dit, je ne comprends pas, j'appelle un tel, il ne me répond pas. Ce que vous me cachez, je crois que je sais ce que c'est. Il m'a dit, je crois que maman Margot n'est plus. Et donc c'est à ce moment-là que mes frères l'ont juste enlacé pour confirmer, mais sans avoir prononcé le mot. Et c'est comme ça que la nouvelle lui a été annoncée. En ce qui concerne... bon, ce matin, on a été donc à Troyes, où elle est décédée pour la levée du corps. Donc le corps est arrivé en région parisienne. Et donc demain matin, demain entre 9h et 11h, alors excusez-moi, je n'ai pas l'adresse en tête, mais c'est la rue du Ménilmontant. Le funérarium, on va vous recommuniquer l'adresse exacte. Ça sera entre 9h et... Comment 7 boulevard Ménilmontant. Et là-bas, on sera donc... pour ceux qui voudront lui rendre un dernier hommage, pour un recueillement, ça sera à cette adresse-là, à cet endroit-là. Et après, à partir de 11h, je crois, donc les services funéraires vont transporter le corps à l'aéroport Roissy, parce qu'elle sera inhumée à Brazzaville. Le corps part dimanche, elle sera inhumée à Brazzaville, d'après ce que j'ai compris, le mardi. 18. Au centre-ville, à Brazzaville, au cimetière du centre-ville. Donc là-bas, une veillée se tient au plateau des 15 ans, rue Loufou. Batignolles. À Batignolles. Voilà. Donc, où elle a vécu, avec ses enfants. Donc, elle a été madame endeuillée depuis 1993. Ils ont eu 4 enfants.
3 filles et un garçon. Je ne sais pas s'il est là, je ne le vois pas. Non. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, pour parler un peu de Maman Margot, parce que nous, si on entend parler, si on entend le terme maman, parce qu'effectivement, il y en a, lorsque la nouvelle a été communiquée, on pensait que c'était Maman Véronique, certains, quelques-uns. Mais très peu, parce que lorsque ma soeur nous a quittés, nous avons diffusé et en faire part, effectivement pour annoncer la nouvelle, parce que bon, par WhatsApp et puis certains sur Facebook, on ne peut pas contacter tout le monde. Donc c'est à travers les réseaux sociaux que certains ont appris la nouvelle, parce que nous on était de toute façon dans un état d'esprit tel qu'on ne peut pas contacter tout le monde, et puis ceux qui ont la nouvelle à transmettre aux autres. Donc voilà. Pour parler de Maman Margot, maman, je dis le terme maman, c'est pas forcément maman la maman, c'est un terme, surtout dans l'église évangéliste, nous sommes évangélistes, des croyants évangélistes. On utilise beaucoup le terme de maman ou papa. C'est un terme affectif, c'est un terme qui dénote le respect. Donc ce n'est pas une question d'âge. Effectivement, quelques-uns pensaient que maman, on a pensé à maman Véronique. Donc Maman Margot, pour dire quelques mots à son sujet, est née le 17 octobre 1952 à Makwa, dans la région de Sanga. Voilà Moussaka. Elle est née le 17 octobre. À cette époque, donc les parents, papa, maman, se trouvaient effectivement dans la partie nord du Congo, Brazzaville, où papa a été enseignant, instituteur, enseignant, directeur des écoles, et c'est dans cette partie nord du pays que mes 5 premiers frères sont nés. Entre 1949 et 1958. Donc maman Margot est née en 1952. Elle a fait une partie de l'école primaire à Mosaka. Puis ensuite papa donc a été affecté à Paris à partir de 1961. Donc elle a fait une partie de ses études ici en France, jusqu'au retour de papa dans la famille, avec sa famille, parce qu'il a beaucoup voyagé quand même, en 1965. Donc elle a fait une partie de l'école primaire dans la partie nord du Congo, une partie du collège ici en France, le collège Jules Ferry de mémoire. Collège Jules Ferry. Effectivement, à cette époque, papa, dans ses fonctions de diplomate, avait fait déménager, on connaît l'adresse actuelle, les Congolais, 37 bis rue Paul Valéry. Voilà, c'est lui qui avait fait déménager, parce qu'avant, l'ambassade se trouvait, mais c'était très petit. Hein. À l'époque, il y avait M. Nicomo Philippe. Voilà, quand il s'en va, papa fait déménager l'ambassade où elle se trouve actuellement, cet endroit-là. Donc maman Margot a fait une partie de son collège ici. Ensuite, à Kamboma, entre 1965 et 1967 ou 68. Ensuite, elle a passé ses études secondaires au lycée, donc on a secondaire. Elle a passé par exemple son lycée, elle a passé ses diplômes au lycée Saverneur de Brazza. Donc là-bas, elle a obtenu son baccalauréat. Ensuite, elle a effectué des études à la faculté
faculté des sciences à Brazzaville. Faculté des sciences, une fois le diplôme obtenu, elle est devenue enseignante. Oui, dans la famille, papa est enseignant, mon frère aîné était enseignant. Bon, on a quand même quelques enseignants dans la famille. Elle en faisait partie. Donc, elle a enseigné dans des collèges, pour les Congolais de Brazzaville qui sont ici, au collège Ganga-Edouard. Et au collège d'application. Et moi-même, d'ailleurs, elle m'a enseigné en classe de 3e. C'était quelqu'un de très exigeant, ma sœur. Pour faire un témoignage, c'était quelqu'un de très exigeant. Vraiment, et là, elle prend ça de papa, lui-même qui était quelqu'un de très exigeant, très carré en tout cas. Et c'est cette fibre-là qu'elle avait, quelqu'un de très aimant, mais très exigeant. Vraiment. Donc après, elle a terminé donc, en tant qu'inspectrice. Il y a un terme qu'on utilisait à l'époque d'inspectrice itinérante, c'est-à-dire primaire, collège, lycée, etc. Elle a travaillé aussi à l'INRAP, à Brazzaville, où ils ont construit des programmes, etc., des manuels. Donc elle faisait partie de tous ceux qui ont construit des programmes pour pouvoir le mettre à disposition à certains élèves qui fréquentaient nos établissements scolaires. Donc voilà ce que je peux dire qui concerne ses études, un petit peu sa carrière, mais vraiment ce sont des grandes lignes. On va rentrer dans le détail. Et comme on l'a dit, nous on est croyants kimbanguistes, de père en fils. Toute la famille, grand-père, les grands-parents, les parents, etc. Donc elle faisait partie d'une chorale qu'on appelle Koreki, donc la chorale des enfants kimbanguistes. Il y en a plusieurs, il y a GTK, groupe théâtral kimbanguiste, voilà. Chorale des dirigeants, mais elle faisait partie de la chorale de la Koreki, et la Koreki des premières heures, donc début des années 70. Voilà, à cette époque, effectivement, ils n'étaient pas très nombreux. Et pour ceux qui savent, vous connaissez un peu l'histoire des kimbanguistes, ils verront qu'elle faisait partie de ces... Voilà. Donc, alors, pour parler de ma sœur, son côté, quelqu'un de bon gestionnaire, vraiment très carré, très carré. Je pourrais raconter une ou deux anecdotes. D'ailleurs, j'en parlais ce matin, on en parlait ce matin, juste pour montrer le genre de personne qu'elle était. Deux anecdotes. À une époque, une dizaine d'années, ouais, 10-12 ans par là, ce qui se passait à la maison, dans la famille, on était nombreux. Bon, déjà, on était 10 enfants, les cousins, les cousines, côté papa, côté maman, donc vraiment une très grosse ambiance. C'était bien. Et donc, il y avait certains, en parlant de repas ou de nourriture, certains, par exemple, mangeaient du riz, d'autres ne mangeaient pas de riz, ceux qui mangeaient le pain mangeaient du foufou, ceux qui mangeaient du... Donc, c'était vraiment... Chacun avait son plat. Chacun avait son plat. Mais maman m'a dit, maman, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tout le monde ne peut pas manger la même chose? Pourquoi faire... Chacun avait son petit repas, son petit caprice. Et un jour, on en parlait ce matin, maman était en déplacement à Kinshasa, je crois. Alors moi, mon petit frère et moi, mon deux petits frères, on appelait Théo, il n'aimait pas le sakasaka. Moi non plus. Donc on savait que lorsque maman était là,
préparé, il y avait un plat spécial pour nous. Donc ça ne posait pas de problème. Mais ce jour-là, maman n'était pas là. Elle est partie. Qui était aux commandes? Maman Margot. Donc elle a préparé du sakasaka. Tout le monde servi, nous on arrive. Il y a du sakasaka. On se dit, on va sûrement nous donner autre chose. Midi, tout le monde mange. On voit 2 assiettes avec du sakasaka. Et mon petit frère et moi, dit mais, quand Marco, on n'a pas encore mangé. Puis allez voir dans la salle à manger avec 2 assiettes. On va voir. Il était sûrement trompé. On repart la voir. Et maman, sakasaka. Maman Margot lui dit, écoutez, c'est tout ce qu'il y a. À un moment, on se déplace, elle a laissé les assiettes. 15 heures, je crois qu'il n'y a personne. Le corps commençait à se gonfler. Et non, il faut l'en passer. On a fini par manger, mais elle nous a surpris. Et désormais, vous allez. Et c'est comme ça qu'on a compris. Et les caprices, il y a un moment, il fallait aller. Il fallait aller. Et dans le cadre même des voyages qu'on a fait au sein de l'église, il y a, lorsqu'on va au beach pour des formalités et autres, quelquefois c'est compliqué. Donc il y a quelqu'un quelquefois qui nous a accompagnés pour essayer de nous faciliter la tâche. Mais lorsqu'il apprenait qu'on était avec maman Margot, de là, les dépenses étaient bien placées. Parce qu'avec une de mes grandes sœurs, bon, elle achetait un peu ce qu'elle voulait, mais quand c'est de maman Margot, et c'est comme ça qu'elle était. Très exigeante, très carrée, et très aimante. Donc voilà, ça sont quelques souvenirs en fait qui me viennent à l'esprit. Bon, parler de maman Margot, donc de là où elle est, ben, en tout cas, que Dieu la reçoive dans son royaume et que pour nous qui sommes restés, ben, il nous donne la force, tout simplement. Donc c'est juste quelques anecdotes pour parler de maman Margot. Pour ceux qui l'ont connue, pour ceux qui ne l'ont pas connue. Donc voilà. Donc pour le programme, quand je vous l'ai dit, demain, boulevard de Ménilmontant, Funérarium, pour le dernier recueillement, départ dimanche, inhumation normalement mardi au cimetière du Centre-Ville. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant ma soeur, notre mère, notre soeur, notre tante. On est bien, de rien. Donc voilà, j'en ai terminé ainsi. Au nom du Père, du Saint-Esprit, merci.